Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Wikeko. Bonjour et bienvenue à tous. Désormais au Bénin, la loi oblige l'agent immobilier, communément appelé démarcheur, à ne pas percevoir plus de 50% du loyer mensuel comme commission après une transaction immobilière. Une mesure qui fait suite à la modification de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique intervenue il y a quelques jours. Mais si cette mesure vise à permettre un meilleur accès au logement, on s'interroge sur son applicabilité et surtout sur le respect par les agents, sur son respect par les agents immobiliers. Avec les confrères, nous tenterons de décrypter un peu cette mesure, de voir sa pertinence. Et dans la seconde rubrique, on va s'intéresser à la carte nationale d'identité biométrique, une carte censée favoriser l'identification fiable des Béninois et remplacer la carte nationale d'identité telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Pourquoi une carte biométrique et quels sont les avantages qu'elle offre aux Béninois? Eh bien, le gestionnaire mandataire de l'ANIP sera avec nous pour en parler. Voilà donc de quoi sera fait ce troisième numéro de l'année 2021. On démarre tout de suite par le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le mini-journal de Wikeko. Toutes les pharmacies exerçant sur le territoire béninois ont repris depuis plusieurs semaines les tours de garde. Une rotation qui se fait toutes les 4 semaines par pharmacie. Cette décision de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin est suivie globalement à Cotonou, tout comme à Abomey-Calavi. Louis Koudogbo et Patrick Adjabodjou sont allés faire le constat. Cette réforme, nous l'avons accueillie avec joie parce qu'elle est attendue depuis longtemps. C'est la norme, c'est ce qui devrait être. La reprise des tours de garde des pharmacies est donc effective depuis décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Une décision qui serait motivée par le constat selon lequel plusieurs officines pharmaceutiques n'en font plus une priorité professionnelle. La garde est une obligation professionnelle qui permet d'assurer la continuité du service pendant des heures où les pharmacies, en principe, sont fermées. Si je suis de garde, je suis ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la semaine de garde. Mais maintenant, ces pharmacies, si elles ne sont pas de garde, elles sont obligées de fermer. Une décision qui n'est pas sans conséquences. Du coup, des difficultés d'accès aux médicaments à des heures tardives de la nuit, du fait de la fermeture des pharmacies à partir de 22 heures, en passant par la non-proximité des pharmacies de garde, sont autant de choses sur lesquelles les avis des populations divergent. Précisément, moi, ça ne m'avantage pas. La fois passée, j'ai quitté la maison parce que ma fille était malade. Pour trouver un produit, j'ai fait 17 km avant de trouver ce qu'il faut pour l'amener. Et sur le jour, là, il n'y avait pas de carburant. C'était inscrit sur une plaque qu'il fallait aller à telle pharmacie qui était un peu plus loin de chez moi. Je n'étais pas informée, donc j'ai dû faire le tour la nuit en plus. Donc. Fermer les pharmacies à 22 h, ça serait vraiment difficile. Ils n'ont qu'à laisser comme ça a été. Là, c'est mieux. Nous souhaitons que les médicaments soient disponibles dans les pharmacies de garde. Les pharmaciens rassurent et promettent de couvrir toutes les demandes des populations en médicaments. Par ailleurs, ces derniers rappellent que la distribution des médicaments n'est pas le monopole d'une seule pharmacie. Il n'est pas possible d'espérer avoir tous les produits au même endroit tout le temps. S'il y a 27 pharmacies de garde dans la ville de Cotonou, si une pharmacie n'a pas un produit, en allant dans la pharmacie d'à côté, vous pouvez trouver le produit. Tout citoyen peut donc avoir accès à toutes les pharmacies dans sa zone géographique de 8 h à 22 h et uniquement aux pharmacies de garde de 22 h à 8 h. L'ordre a fait confectionner par zone des listes des pharmacies qui sont de garde par semaine. Et devant chaque pharmacie, les clients peuvent lire la liste des pharmacies de garde et voir la pharmacie qui leur est la plus proche. Au point où déjà le client peut consulter et au besoin appeler pour se renseigner sur la disponibilité de son produit. On retient de la décision que 27 pharmacies sont de garde par semaine à Cotonou, 15 à Abomey-Calavi et 6 à Porto Novo. La carte pharmaceutique serait organisée, à en croire les pharmaciens, en vue de mettre de l'ordre dans l'exercice de la profession au Bénin.
Depuis le 1er janvier 2021, les fonctionnaires de l'administration publique sont soumis à de nouveaux horaires de travail. Une fois au boulot à 8 heures, la descente est pour 17h30 minutes, contrairement à 18h30 autrefois, avec une pause allant de 12h30 à 14h. Quelques semaines après la mise en vigueur de cette réforme, comment les fonctionnaires de l'administration publique s'y adaptent-ils? Le changement des habitudes leur est-il facile? Eh bien, élément de réponse dans ce tour de quelques services publics réalisé par une équipe de notre rédaction. Retour au poste pour Pamphile à 14h ce lundi, après une pause d'1h30, contrairement aux 2h30 dont il jouissait jusqu'en 2020. Un changement d'habitude avec lequel ce chef d'une cellule de contrôle des marchés publics a démarré l'année 2021. Pourtant, il n'a aucun mal à s'y adapter. Moi, je suis déjà un peu habitué à ce système-là, où j'ai travaillé 10 ans durant dans les institutions internationales, où nous faisons du goûter à midi de 13h à 17h. C'est une très bonne initiative. Une très bonne initiative, mais Alexandre, lui, y trouve tout de même une petite difficulté. Si je dois vous dire comment j'ai géré la pause, nous on a eu une séance aujourd'hui par exemple, à la Bourse du Travail, et la séance devait commencer à 13h. Donc quand je suis sorti à 12h30, je suis allé à cette séance-là. Mais j'ai dit que nous devons faire l'effort de finir rigoureusement à 13h30. Le temps que je puisse quitter la bourse pour être à mon bureau. Donc à mon humble avis, ça nous profite. Mais la pause, c'est un petit souci. Du côté de l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ, c'est déjà par une note de service en date du 31 décembre 2020 que le directeur a informé ses collaborateurs du réaménagement des horaires de travail. Un peu plus de 10 jours après la mise en application, cette directrice du service administratif fait le point. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu, le personnel s'adapte et voilà. Puisque désormais l'heure de sortie est fixée à 17h30, le soulagement est le sentiment le mieux partagé par les agents. Quand on doit voir tout ce à quoi on est soumis et à partir de 18h30, les embouteillages, l'heure à laquelle on se retrouve et chez nous, dans nos maisons, il faut dire que ce n'est pas très bénéfique pour nos familles, pour nos enfants. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est salutaire. Ça nous permet aussi de nous concentrer davantage sur nos dossiers parce que le laps de temps que nous passons était un peu grand, ce qui fait que des fois, nous perdons le fil pour les dossiers qu'on avait déjà entamés en début de journée. Au ministère de la fonction publique, les premières heures d'entrée en vigueur de ce réaménagement sont déjà suivies d'un petit bilan. Abdoulaziz Malik est le pilote de cette réforme et se réjouit du retour que lui font les agents des services basés à Cotonou. Là où nous avions peur au départ quand on appliquait ça, c'était le changement des comportements parce que les gens devaient reprendre à 14h au lieu de 15h. À ce niveau, les données que nous avons sont très très satisfaisantes parce que la plupart du temps, les gens reprennent effectivement à 14h. Tout porte à croire que cette nouvelle réforme du gouvernement est bénéfique pour plus d'un ici à Cotonou. Les jours prochains, bilan sera fait pour les services publics situés dans les autres départements. Le gouvernement béninois fait de la protection de l'environnement et de l'assainissement du cadre de vie une priorité. Plusieurs projets ont d'ailleurs été initiés dans ce cadre et malgré la crise liée à la pandémie du coronavirus, de grandes avancées ont été notées dans le secteur de l'environnement. Amandine Niambossou nous édifie à travers cet élément. Le Bénin fait face à d'énormes problèmes environnementaux tels que les changements climatiques, l'érosion côtière, la déforestation et la gestion des déchets. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l'année 2020 a été marquée par quelques progrès dans le domaine de l'assainissement du cadre de vie et de la protection de la biodiversité. L'année a commencé par la libération des berges lagunaires. Selon les autorités, cette activité s'impose pour un environnement sain dans le but de créer un cadre de vie digne de ce nom. Et donc, ces berges seront aménagées en espaces de plaisance. Nous aurons une voie lagunaire qui va passer avec des espaces
de détente, de débarcadères sur l'eau pour le sport nautique et les agréments, des espaces sportifs au bord de l'eau, des espaces commerciaux d'une certaine modernité au bord de l'eau, de façon à valoriser définitivement cet espace central que nous avons. En 2020, le gouvernement a réussi à vaincre un tant soit peu l'insalubrité dans le Grand Nokoué, notamment dans la capitale économique, à travers la mise en place d'un système moderne de gestion des déchets. Le projet de gestion des ordures dans le Grand Nokoué est mis en œuvre par la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué. Désormais, les véhicules de collecte passent dans les rues pour la collecte des déchets et le service de collecte est offert à tous les ménages, de sorte qu'il n'est plus besoin de souscrire à un abonnement. Le service est accessible à tous dans les communes concernées, à savoir Cotonou, Ouida, Semekpoji, Porto Novo et Abomey-Calavi. Ce qui se passe dans le Grand Nokoué va se déployer de façon générale sur toute l'étendue du territoire national. Autour de ce projet, nous avons mobilisé 69 PME. Le gouvernement béninois s'est également engagé à protéger les ressources naturelles et les aires protégées du pays. Il a signé un partenariat avec African Parks pour la gestion du parc national du W, qui fait partie du complexe W Arli Pendjari, site du patrimoine mondial. Des pistes ont été réhabilitée et réouverte. Un aérodrome a été construit. L'entrée de Alpha Quara a été transformée en base. Déjà, nous avons obtenu, sélectionné et formé une première promotion de 34 rangers. Le défi en 2021 reste la pérennisation de tous ces acquis. Un autre défi pour le gouvernement est de rendre effective la lutte contre les sachets plastiques. La répression se fait toujours désirer. En dépit de la loi, les sachets plastiques non biodégradables circulent sur le marché au vu et au su de tout le monde. Les perturbations mondiales provoquées par la pandémie de Covid-19 ont eu de nombreux impacts sur l'environnement et le climat. L'un des premiers effets du confinement à l'échelle mondiale a été l'amélioration de la qualité de l'air. Une étude publiée dans Nature Climate Change avance que la pandémie aurait entraîné une baisse de 9% des émissions de CO2. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce mini-journal de Wikeko. Votre émission se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alessandra Diotan. Et on enchaîne sans plus tarder avec la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Wikeko. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine et c'est le quotidien du service public, La Nation, qui nous parle des modalités d'exécution du budget général de l'État gestion 2021. À la faveur d'une visioconférence, les acteurs de la chaîne des dépenses publiques du ministère de l'Économie et des Finances ont exposé ces modalités. Il s'agit entre autres de la libération des crédits, de la gestion des reports de crédit, du nouveau mécanisme de mise à disposition des fonds au profit des communes. Fraternité abonde dans le même sens et précise que la consommation des crédits du budget de l'État, exercice 2021, devra suivre les mêmes repères qu'en 2020. Le budget 2020 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452,192 milliards de francs CFA. L'économiste nous annonce que dans une note circulaire, le ministre des Finances, Romuald Wadani, invite les gestionnaires de crédit au respect des règles pour une bonne gestion budgétaire. Les perspectives sont bonnes pour l'économie béninoise qui recouvre sa pleine forme avec son rang de 12e au plan africain en 2021. Selon La Nation qui fait de cette information sa manchette. Le quotidien national écrit que d'après les projections de la Banque mondiale publiées dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021, le Bénin doit enregistrer une croissance économique de l'ordre de 5% cette année.
année. Le Bénin occupe la 12e place en Afrique et son économie recouvre sa pleine forme après avoir été plombée par la crise de la Covid-19. Le Bénin est donc la 3e économie de la sous-région après la Côte d'Ivoire et le Niger. Il surpasse également l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana. Première opération obligataire internationale d'Afrique de l'année, le Bénin décroche 1 milliard d'euros. Titre à sa une, La Nation. Un franc succès selon le journal qui renseigne et rassure à satiété sur les qualités qu'on prête désormais à l'économie béninoise. L'intérêt de cette opération vient surtout de ce que le Bénin a mobilisé 700 millions d'euros sur une maturité finale de 11 ans et 300 millions d'euros sur une maturité finale de 31 ans, remboursable donc d'ici 2052. Cette liquidité bientôt disponible servira à financer les ambitions de développement et d'épanouissement du capital humain au Bénin. Sur un autre plan, le quotidien de service public nous apprend que la loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques a été adoptée au Parlement. Le texte permettra entre autres de renforcer la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé, l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d'approvisionnement des produits de santé. Fraternité publie l'intégralité du point de presse du ministre de la Santé après le vote de cette loi. Pour Benjamin Roupati, le vote de la loi est la consécration de tous les efforts engagés par le gouvernement dans ce sous-secteur. La presse du jour ajoute que cette loi comporte 100 articles qui ont entre autres rapport aux activités liées aux médicaments et autres produits de santé, aux conditions d'exercice de la pharmacie, à la régulation du secteur et aux diverses sanctions y applicables. On reste au Parlement pour remarquer que le gouvernement annonce la phase répressive de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. La presse du jour renseigne que le ministre en charge du cadre de vie était à Porto-Novo suite à une question orale des députés. José Tonato a fait savoir que des saisies ont été déjà détruites. Le ministère a commis un huissier de justice qui a procédé à des prises au marché d'Antokba. Fin de cette revue de presse économique. Merci et à bientôt. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Nous, ici, on poursuit WeekEco et on installe le plateau décryptage. Deux confrères avec moi sur ce plateau pour parler donc de la modification de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique. Romain Dekadievi, bonjour. Bonjour à vous, Ulvaeus, et bonjour aux téléspectateurs de BB24. À côté de Romain, Vincent Agué. Vincent, bonjour. Bonjour Ulvaeus, bonjour aux téléspectateurs de BB24, bonne année à tous. Alors Vincent, je le disais, des modifications ont été apportées à la loi sur le bail à usage d'habitation domestique et au nom de ces modifications, il y a le plafonnement de la commission de l'agent immobilier à au plus 50% du loyer. Est-ce, à votre avis, peut-on dire que c'est une décision salutaire pour le locataire ? Oui, on peut dire que c'est une décision salutaire pour le locataire dans la mesure où il ne sera plus obligé de payer théoriquement 100%, donc l'équivalent d'un loyer au démarcheur qui l'a aidé à trouver le logement. Vous allez voir que quand cette modification est intervenue, c'est cette disposition que moi je qualifierais de mineure qui a été mise en avant. Et c'est de ça que tout le monde parle. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a un intérêt à ce que les locataires puissent avoir la vie facile. Que le locataire ne puisse pas dépenser plus de 50%, en tout cas en termes de commission au démarcheur, quand il cherche un logement. Oui, c'est une bonne option de le faire, mais dans la réalité, on peut se demander si ça sera
possible. Parce que l'expérience a montré sur d'autres dispositions de la loi qui a été modifiée que tout ce qui a été prévu ne s'observe pas sur le terrain. La loi qui a été votée en 2018, sa disposition phare à l'époque, c'était la réduction de la caution. D'accord, donc ce qu'on appelle l'avance à 3 mois plutôt que à 2 ans ou 6 mois, en fonction de l'humeur du propriétaire, de la tête du locataire. Mais en réalité, sur le terrain, est-ce que à ce jour, tout s'est passé comme le prévoit la loi? Et c'est pour ça que je me demande, en fait, si il y a eu une étude pour faire un bilan, en fait, de l'application de cette loi avant d'aller ajouter d'autres dispositions. Alors, Romain, comme Vincent, est-ce que vous pensez que le locataire est bien loti avec cette loi-là? Oui, a priori, on peut se dire que le locataire est bien loti, mais à côté aussi, il faut craindre et aussi se préoccuper par la même occasion du sort des démarcheurs, puisque après tout, on parle aussi d'une fonction et c'est à la base de ça, ils se nourrissent. Et au Bénin, pendant longtemps, on a vu qu'il y avait un fourre-tout dans ce secteur, ce qui a justifié à un moment donné les députés à revoir, à organiser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte socio-économique actuellement est un peu maigre. Et dans ce cas-là, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, on vous dit aujourd'hui que votre revenu s'amoindrit. Il y a de quoi s'en préoccuper. Mais à côté, quand on voit un peu la masse populaire que cette décision arrange, on ne peut que se réjouir. Se réjouir dans ce sens que plusieurs de ces démarcheurs-là continuent toujours de gruger les locataires, et sachant aussi que ce n'est pas facile de réunir, ne serait-ce que le loyer d'abord, et pour parler plus tard même des avances, et même se préoccuper de comment arranger, disons, les négociations entre les démarcheurs et le locataire. Il faut applaudir. Mais à la suite de Vincent Agué aussi, je voudrais aussi me sentir un peu préoccupé et interrogatif sur l'applicabilité de cette loi-là, quand on sait que jusqu'à présent, la Commission nationale d'évaluation qu'on voit peu sur le terrain, on ne sait pas justement on voit peu, si... Vous voyez, on le voit justement, pas. Justement, oui, cette commission, voilà, ce serait ma chute. Cette commission qui serait même un fantôme puisqu'on ne le voit pas. En son temps, elle devrait normalement se rapprocher des locataires, de l'ensemble des acteurs de ce secteur-là, mais on ne sait pas ce que devient cette commission et il faut s'interroger. Mais au même moment, on peut se dire que cette décision ne nous concerne pas en tant que telle, puisque on a suivi le ministre du cadre de vie à l'occasion de cette vote-là au Parlement, qui a bien précisé que c'est dans le cadre des 2000 logements à Ouedo que, disons, cette loi a été prise, histoire de faciliter plus tard, ou de permettre aux différents locataires de rentrer en possession, de devenir propriétaires. Et donc, moi, je me dis, le gouvernement vient, par le truchement des députés, régler un petit problème qui lui tient à cœur, et non ce qui concerne la grande masse des populations que nous constituons. Avec les craintes que vous soulevez là, est-ce que vous pensez, ou plutôt, comment est-ce qu'on pourrait contraindre le démarcheur à accepter la moitié du loyer? C'est qu'à la suite du vote de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique au Bénin en 2018, des gens voulaient prendre un local auprès d'un propriétaire qui demandait plus de 3 mois de caution. Et les locataires lui ont avancé que la loi prévoit 3 mois de caution. Et ce propriétaire aurait dit, allez louer chez la loi. Chez moi, c'est plus de 3 mois. Allez louer chez la loi. Donc, quand vous parlez de contraintes, je me demande si le législateur, c'est vrai que le législateur, lui, il vote la loi. Il revient maintenant au gouvernement de créer le cadre pour rendre possible l'application de la loi. Comment contraindre le démarcheur à accepter 50% plutôt que 100% qu'il avait l'habitude de prendre? Problème. Je ne suis pas du secteur, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour mon expérience, parce que chacun de nous a une expérience en matière de recherche de logement à Cotonou ou à Abomey-Calavi, c'est que souvent, face
à la pression, au stress que vous avez déjà vécu dans la recherche, vous serez probablement porté à donner les 100% parce que vous êtes en face du logement qui vous convient et donc vous ne serez pas prêt à laisser tomber juste pour la moitié. Vous voyez, il est déjà arrivé que plusieurs locataires se retrouvent en discussion pour le même local. Et les gens payent plus de 100%, plus d'un mois de loyer de commission aux démarcheurs pour garantir en fait la chambre, comme on dit. Donc, contraindre, c'est bon, mais je ne suis pas sûr que sur le terrain, ça va se passer comme le prévoit la loi. Parce que déjà, la disposition sur la caution, 3 mois, je suis d'accord, il y a des propriétaires qui le respectent. Comme il y en a qui disent chez moi, c'est plus de 3 mois. Moi, je suis tombé une fois chez un propriétaire qui a exigé de voir ma fiche de paye pour s'assurer que je suis en mesure de payer. Oui. Donc, j'ai les capacités, d'accord, de payer le loyer. Donc, il a voulu la fiche de paye, il a exigé la pièce d'identité, etc., etc. Moi, j'étais prêt à donner. Là où on ne s'est pas entendu, c'est sur la caution. Il exigeait 10 mois. Il dit que lui, il veut voir, c'est l'expression. Je vais voir si tu as les reins solides. Donc, autrement dit, le locataire doit avoir les reins solides. Il ne faut pas céder à toutes ces pressions-là. Parce qu'en réalité, l'objectif, ce n'est pas ça l'objectif d'une vie. Pas du tout. Avoir un logement, ce n'est pas ça l'objectif d'une vie, à mon avis. En tout cas, il serait intéressant que, pour que ça se passe en réalité, c'est qu'il faut réorganiser le milieu, le secteur de l'immobilier. Donc, si on installe, et je pense que la loi l'a prévu, si les sociétés immobilières se créent, sociétés individuelles ou sociétés collectives, c'est que d'une manière ou d'une autre, étant donné que c'est des sociétés reconnues par la loi, évidemment, elles seront obligées de respecter la disposition de la loi. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il ne faut pas qu'on ait l'impression que je suis à 100% du côté, que je ne défends qu'en fait, je ne défends que les intérêts des locataires. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des locataires qui sont récalcitrants. Parce que, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui vont solliciter un démarcheur pour leur chercher un local et qui ne seront pas prêts à donner ne serait-ce qu'une commission symbolique au démarcheur. Alors que ce monsieur, c'est peut-être un jeune étudiant qui n'a pas de moto et qui va faire le tour de plusieurs quartiers que vous lui avez indiqué, en tout cas la zone où vous souhaiteriez habiter. Il se démène, il vous trouve le local et à la fin, les gens jouent de la roubladise et après, on écarte le démarcheur, on ne lui donne rien. Donc, je pense qu'il est important que les intérêts de toutes les parties soient sauvegardés. Que les gens ne voient pas forcément le démarcheur en un grugeur. C'est vrai qu'il y a des grugeurs dans leur rang. Il y en a, évidemment, quand vous leur dites « je veux un local de tel standard, de tel standing », d'office, ils vous disent « oui, j'en ai ». Arrivé sur le terrain, vous dites « franchement, il y a quelques minutes, ça a été pris ». Mais il exige que vous lui payiez les frais de déplacement. Donc, alors, justement, aujourd'hui, on oblige les démarcheurs à prendre la moitié, mais on ne supprime pas ces frais de visite. Oui, en fait, c'est justement parce que ce n'est pas considéré. Les députés n'ont pas cru devoir, à un moment donné, penser que les locataires sont sujets à ce genre de forfaits qui n'existent nullement, en tout cas dans une loi. C'est en fait le problème. Si c'était que à un moment donné, cet aspect-là leur avait traversé l'esprit, je pense que un article de la loi pourrait l'interdire. Voilà, carrément. Vous savez que ils sont. Non, en fait, c'est la plupart sont parmi ceux-là qui sont nos propriétaires aujourd'hui. Maintenant, revenant à la question de comment faire lorsque on adresse, disons, un démarcheur refuse de recevoir les 50%. Vous savez, ce qu'il faut remarquer ici, dans ce genre de situation, même les intellectuels aiment
laisser de côté leur discours scientifique, intello, parce qu'ils sont dans le besoin. Même si la loi l'a prévu, en cas de refus, il faut forcément saisir la justice. Mais saisir la justice pour combien? 25 000, 20 000. Donc quand on voit aussi à côté juste cet aspect de la chose, les Béninois recourent très souvent au règlement à l'amiable. C'est ainsi que vous allez voir très rapidement, malgré que tu sois le grand journaliste plateau de l'ORTB, tu te vois rapidement en train de supplier ton vis-à-vis pour mais faut $, et ainsi de suite. Donc le règlement à l'amiable intervient très rapidement. Quand on quitte aussi ce palier, le souci demeure dans ce sens que jusqu'à présent, on ne sait pas sur quoi le loyer mensuel même est fixé. La loi l'a prévu, a dit que c'est 8% du montant total de l'immeuble en question. Quand on parle de l'immeuble, c'est d'abord la parcelle, les matériaux qui ont servi de construction. Mais alors, la zone aussi. La zone d'habitation, justement, quand on prend Cotonou, une zone comme Cotonou, comparée à celle de Porto-Novo et que disent de Parakou, très très loin de chez nous, vous savez que les mêmes bâtiments qui sont construits avec les mêmes matériaux ici, à Parakou, ne sont pas au même prix de location. Ça voudra dire que la loi continue toujours de porter des écueils qu'on ne saura réellement régler définitivement juste en se basant uniquement sur la loi. Pour que chaque locataire puisse se sentir réellement satisfait. En dehors de ça, un peu comme l'a dit Vincent, il y en a qui créent réellement, qui donnent du grain à moudre aux propriétaires. Parce que, figurez-vous, vous rentrez dans une location, c'est vous qui faites votre tohu-bohu dans la maison d'abord, c'est vous qui êtes toujours pimpant et vous sortez de la maison, mais à la fin du mois, vous êtes incapable de payer le loyer. Même c'est la démarche qui parfois aussi pose problème, parce que dans ce cas-là, il peut arriver qu'on ait des soucis au cours du mois, mais on ne prend même pas le soin d'appeler le propriétaire ou bien le démarcheur pour dire « Oh, s'il vous plaît, cher monsieur, je viens de rencontrer une difficulté, en tout cas imprévue, raison pour laquelle j'aurais aimé ajourner un peu mon loyer, tout et tout. » Mais on est là, tout pédant, parce qu'on sait qu'on a peut-être la licence ou bien le master, que peut-être le propriétaire a souffert pour avoir été maçon, on le bêche carrément, c'est pas bien. Tout est là dans la démarche. Alors Vincent a évoqué tout à l'heure la création de sociétés immobilières que la loi impose désormais. On peut dire que c'est un assainissement du secteur. Ça, c'est ce qu'il faille faire justement pour amener tous les acteurs à se respecter. Parce que, figurez-vous, lorsque vous évoluez en institut personnel comme ça, personnellement, rien ne vous oblige en réalité. Alors que si vous êtes en association, vous êtes dans un groupement, vous allez défendre l'intérêt de ce groupement-là. Et du coup, vous êtes obligé de vous conformer aux exigences prévues par la loi. Parce qu'en dehors de tout, l'intérêt même du démarcheur est dedans. Il y en a qui ne payent carrément pas, même ces frais de démarcheur. Donc, obliger, même si c'est 50% aujourd'hui, obliger le locataire à verser ce petit frais-là, disons, au démarcheur, c'est aussi un gain de plus pour ce dernier. Donc, il faille aussi qu'on aille vers la constitutionnalisation même, pour ne pas dire l'institutionnalisation du travail du démarcheur. Alors, l'autre possibilité que la loi nous offre, c'est la location-achat aujourd'hui, qui trouve toute sa place avec les logements sociaux que le gouvernement est en train de construire. On donne la possibilité aux locataires aujourd'hui de pouvoir, quand ils louent, de pouvoir acheter. On peut dire sous d'autres cieux, cela se fait de façon très aisée. Et ça favorise beaucoup le locataire qui n'a plus à courir pour acheter une parcelle, pour acheter du ciment et tout ça. Oui, je suis d'accord. Quand on ramène ça au projet de construction de 20 000 logements, je crois, je ne me trompe pas sur les chiffres, c'est bien 20 000 ça, logements. Il y a une logique, forcément, parce que les gens ne vont pas acheter les logements directement. Vous allez intégrer et vous allez payer progressivement. Je suis d'accord. Sur cette question, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, est-ce que vous êtes sûr que sociologiquement, le Béninois intègre une maison et l'achète
à petits coups. C'est peut-être le moment de changer d'habitude. Est-ce que le Béninois ne préfère pas se battre, d'accord, acheter un paquet de ciment par semaine qu'il attache derrière sa moto, vous voyez, qui préfère manger du gari et acheter sa parcelle et construire progressivement, plutôt que d'aller louer et ensuite acheter la maison. Donc, mais ça, c'est juste pour sourire un peu. Je voudrais revenir sur les faux frais, les frais de déplacement que les démarcheurs réclament. En réalité, c'est quoi? C'est ça la commission en réalité. La commission qu'on verse à la fin au démarcheur pour le travail de recherche qu'il a fait. Mais ce fait que les gens réclament des frais de déplacement, 2000, frais de visite, 2000, 1000 francs par-ci par-là. Il y en a même qui exigent, quand vous demandez par exemple, puisque de plus en plus, le travail s'est modernisé là. Quand vous demandez les photos, les images de l'appartement, on vous demande d'envoyer du crédit pour activer un forfait Internet afin de vous envoyer les images. Parce qu'il va vous dire, non, écoute, en fait, l'appartement, j'ai une vidéo. Donc, la vidéo, ça pèse. Donc, envoie-moi un forfait Internet pour que je puisse t'envoyer la vidéo. Vous voyez. Il me semble que le législateur aurait pu prendre en compte ces aspects-là aussi et peut-être dire, OK, finalement, on fixe la commission à 1 mois de loyer, mais il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de frais de visite. Parce qu'à la fin, en réalité, les gens dépensent s'ils doivent payer les 2000 pour chaque visite, ils vont dépenser plus que ce qu'ils vont verser à la fin comme commission. Parce que les démarches, ils sont très intelligents. Ils vont vous faire visiter. Et ils se mettent en réseau. En réseau, vous voyez. Donc, on vient de visiter ça. Ah là là, ça a été pris il y a quelques instants. Je pense que j'ai un collègue qui peut nous proposer quelque chose d'autre, de propre. Allons-y, vous y allez. Là également, quand vous visitez, si vous cédez, vous payez 2000. Oui, et c'est cette explication qui me permet, moi, d'insister sur un fait. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression d'avoir déshabillé Paul et habillé Pierre. Parce que ce que vous allez constater dans les jours à venir, c'est l'intensification de ces genres de pratiques. Où vous allez voir, par exemple, des démarcheurs qui, quoiqu'il est juste à quelques pas de vous à la maison, va vous exiger de le déplacer de chez lui pour venir chez vous. Même si entre-temps c'est votre véhicule ou bien c'est votre moto, vous allez prendre pour sillonner après. Donc, il faudrait que... c'est ça en fait l'impression que moi j'ai. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Une loi, certes, mais d'autres réalités propres à nos sociétés aujourd'hui n'ont pas été prises en compte dans le vote de cette loi-là. Mieux, il y a même des propriétaires des propriétaires que vous allez même voir, quoique c'est lui qui a inscrit sur sa porte ou sur le grand portail de la maison à louer. Vous allez vous toquer la porte, il vous voit, il vous dit d'aller voir le démarcheur d'abord. Et d'enquête en enquête, vous apprenez qu'en réalité, il est de mèche avec ce démarcheur-là, histoire d'avoir encore quelques ristournes pour pouvoir vous céder sa chance. Donc, c'est des pratiques qu'il faut... Vincent, 30 secondes pour conclure. Non, mais en fait, chacun défend son intérêt dans la chose. Je pense qu'il faut assainir. La création des sociétés. Il faut insister là-dessus, que ça soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont démarchés, mais qui ne le sont pas en réalité. Qui ne le sont pas. Donc, il y a forcément des brebis galeuses dans le secteur. Il faut assainir pour qu'on puisse y voir clair. Merci à vous, chers confrères. Romain Dekadievi, Vincent Agué, merci d'être passé. Merci pour votre disponibilité. Sans plus tarder, on installe le dossier de la semaine. Vous le savez, pour l'identification de ces personnes, le Bénin est passé depuis quelques mois déjà à la carte biométrique. Une innovation qui est intervenue dans un contexte d'extension et de modernisation des services rendus à la population. On revient dans quelques minutes pour parler de la carte biométrique, juste après cet élément. C'est l'une des mesures prises par le Conseil des ministres, la mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique ayant une validité de 5 ans. Une carte qui peut comporter des données personnelles et même permettre de traverser sans tracasserie les frontières des pays de la CEDEAO. L'obtenir revient à réunir 2 pièces essentielles dont l'acte de naissance sécurisé. Dès lors que vous avez fait le RAVIP, on vous remet un récépissé qu'on appelle récépissé RAVIP. Sur ce papier, il y a un numéro formulaire. Ça permet au service public de l'identification
de vous rechercher facilement dans la base de données pour être sûr que vous aviez fait le RAVIP, qu'on a pris vos empreintes et que votre photo est là. C'est ça qu'on appelle acte de naissance sécurisé. À cela s'ajoute le certificat d'identification personnelle, un document basé sur le numéro d'identification personnelle du citoyen et qui remplace le certificat de possession d'État et l'attestation de résidence dans le processus d'établissement des pièces d'identité. Ici, à l'Agence nationale d'identification des personnes, Gérard vient retirer son certificat après avoir attendu son tour. Carte d'identité et non do versi c'est nommé parce que do sous ça mba kaka chobo de fide jimile et ko vous dossier no lebi mba kaka bonu tiko bersi gbede onu nja bloc carte d'identité et so yin tabasin de nomia et donc nous présenter carte lo po et do simple bon bloc carte d'identité che bon fide jromi on a do yipe po. Pour obtenir le certificat d'identification personnelle, il faudra s'acquitter d'une somme de 2800 francs CFA à laquelle s'ajoutent 1000 francs CFA pour l'acte de naissance sécurisé. 2 pièces indispensables pour l'obtention de la carte nationale biométrique qui, quant à elle, revient à 6 000 francs, soit environ 10 000 francs CFA pour les 3 pièces administratives. Une somme qui pourrait être lourde pour les pauvres, mais le gouvernement anticipe. Combien ont-ils parmi la population pauvre la possibilité de s'offrir une carte biométrique? La question est légitime. Le gouvernement avait mis en œuvre la phase pilote du projet H au profit de la population pauvre, non extrême et pauvre extrême. On va généraliser l'enquête PMT qui a permis d'identifier les pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes. Et le gouvernement dit, globalement, ça tourne autour de 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes vont bénéficier gratuitement de la carte biométrique sur financement du projet H. Le Bénin entame ainsi une révolution numérique dans le cadre de la délivrance de la carte d'identité nationale. La date à laquelle il ne sera plus possible de produire les cartes d'identité non biométriques sera fixée ultérieurement par le Conseil des ministres. Pour l'heure, l'ancienne carte reste toujours valable. Elle reste toujours valable encore pour quelques mois encore, parce que la carte biométrique, elle va totalement remplacer les cartes d'identité nationale que nous connaissons. Et qui mieux pour parler de cette carte biométrique que le gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, Dr Cyril Goubedji. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babagbeto, bonjour. Bonjour Uvaïs Balogun, mesdames, messieurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous pour cette émission dominicale. Bientôt 1 an déjà que la carte d'identité biométrique est opérationnelle au Bénin. Cyril Goubedji, vous êtes le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. Alors revenons un peu à la définition du concept. Pourquoi une carte biométrique? Merci, monsieur le journaliste. Je vous souhaite d'abord bonne année. Merci. Et bonne année aux téléspectateurs. Oui. La question de la carte d'identité biométrique, c'est une question qui est fortement liée au souci d'identification des personnes sur le territoire national. Parce que tout État a le devoir d'identifier ces sujets. Et il y a les nationaux, il y a les étrangers, mais la carte nationale d'identité biométrique concerne les nationaux. C'est d'ailleurs l'une des pièces dont le port est obligatoire, la carte d'identité. Maintenant, la carte d'identité, elle peut être celle que nous connaissons jusque-là, qui n'était pas biométrique. Tout comme elle peut être biométrique. En réalité, l'adjectif biométrique vient signaler qu'il y a des paramètres de la biométrie qui sont pris en compte dans la confection de la carte. C'est-à-dire? Et généralement, la biométrie présente 3 paramètres. Il y a les paramètres biologiques, et par exemple l'ADN, donc la constitution du sang. Il y a les empreintes digitales, et il y a l'iris,
et voilà, au niveau des yeux, etc. Et dans le cas du Bénin, lequel on utilise? Non, pas encore. Avant de parler du cas du Bénin, donc j'ai signalé là qu'il y a des paramètres biométriques biologiques. Il y a aussi des paramètres morphologiques. Là, ce n'est pas biométrique. Il y a la taille, il y a la forme du nez, il y a la forme du front de la personne, et ce qui permet en dactyloscopie de dessiner la personne. Donc ça, c'est des facteurs morphologiques. Il y a les cicatrices aussi en Il y a les cicatrices raciales, les signes particuliers. Mais il y a également le troisième paramètre de la biométrie, et le paramètre comportemental. Et là, bien sûr, le paramètre comportemental, la manière dont quelqu'un tient un stylo fait partie de la biométrie. Et nous ne tenons pas les stylos de la même manière. La manière dont, sur un clavier d'ordinateur, nous réagissons diffère d'une personne à une autre. C'est de la biométrie. Mais dans le cas de la carte d'identité biométrique, ce n'est pas l'ensemble des paramètres biométriques qui comptent. Il y a quelques paramètres qui comptent, comme l'empreinte digitale et la photo portrait de l'individu. Ce sont ces deux paramètres qui sont des paramètres forts de la biométrie qui sont pris en compte. On a fait l'option des paramètres biologiques, c'est ça? Voilà, on a fait l'option des paramètres biologiques, puisque les paramètres biologiques sont au-dessus des paramètres morphologiques. Mais dans l'instruction des dossiers de carte d'identité, on note quand même les caractères morphologiques. Voilà, donc on a privilégié la biométrie biologique en s'appuyant sur les empreintes digitales. Est-ce parce que c'est plus sécurisé, plus personnalisé que vous avez fait ce choix-là? Oui, dans le monde de la technologie, les paramètres biométriques ont des niveaux de sécurité. Et donc, les paramètres comportementaux peuvent par exemple varier d'un temps à un autre par ce qu'on appelle le processus d'adaptation, tandis que les paramètres biologiques ne changent pas. Ou alors changent très rarement. Autre paramètre biométrique, c'est également le groupe sanguin. Mais qui est en option dans le cadre de la carte biométrique béninoise, parce que si vous voulez, vous pouvez faire apparaître votre groupe sanguin sur votre carte biométrique. C'est très utile. Peut-être ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais les temps à venir, ces choses-là qui font partie du développement des sociétés vont rentrer dans nos mœurs au Bénin. Et déjà, bientôt 1 an que la carte d'identité biométrique est opérationnelle, je l'ai dit à l'entame de nos échanges. En août 2020, pratiquement, ça a été rendu officiel par le Conseil des ministres. À ce jour, êtes-vous satisfait de l'évolution? Bien sûr, vous savez, c'est un facteur nouveau dans l'identification des personnes. En termes de généralisation, c'est un facteur nouveau, et tout facteur nouveau fait d'abord son bonhomme de chemin. Voici comment le gouvernement a procédé. Vous savez, historiquement, l'introduction des cartes biométriques, des cartes d'identité biométriques dans les processus administratifs d'identification rencontre des résistances dans les États. Je prends le cas de la Grande-Bretagne en 1980. L'argument pour introduire la carte nationale biométrique britannique était la lutte contre le terrorisme. Et ça a créé un tollé général, et les citoyens britanniques ont manifesté une résistance à l'acceptation de la carte biométrique. Et plus tard, ils se sont rendus compte que c'était nécessaire. Aujourd'hui, ce facteur de lutte contre le terrorisme est d'actualité, mais ce n'est pas l'argument que le gouvernement béninois a utilisé. Le gouvernement béninois utilise l'argument de l'accès aux services sociaux de base et l'argument de la modernisation de l'administration. Quand on prend ces deux arguments, ça convient à tout le monde. Le premier, parce que l'État aujourd'hui de plus en plus, l'État contemporain de plus en plus, a vu ses charges augmenter et doit faire face au défi de la massification de la population. Et donc, lorsque vous avez une masse importante de personnes à gérer dans des processus administratifs, vous devez utiliser des mécanismes d'identification adaptés aux défis que vous avez à relever.
Et donc, la carte biométrique qui est associée à un numéro personnel unique d'identification qui arrime les données d'état civil aux données biométriques permet de gérer facilement les processus massifiés. Là, c'est intéressant. Ensuite, le gouvernement de la République du Bénin a fait le pari de réussir le renforcement du capital humain en permettant à ceux qui n'ont pas les moyens de survivre parce qu'ils doivent remplir certaines conditions, faire des formalités avant d'accéder à certains services sociaux de base, de leur permettre d'être pris en compte facilement. Et donc, l'argument d'inclusion. Et cet argument vaut pour plus de 60% de la population béninoise. Absolument. Et donc, quand nous mettons ces arguments ensemble avec la modernisation de l'administration publique, la digitalisation du service public, la carte biométrique est incontournable. Mais parlons de la digitalisation. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, le gouvernement demande aux citoyens également d'avoir un numéro IFU. Alors, quand je prends le numéro IFU par rapport au numéro personnel d'identification, on se demande si on ne rentre pas dans un univers de la guerre des numéros. Exactement. Oui, à première vue, ça paraît. Mais quand on prend du recul, on comprend que c'est parce que nous sommes en réforme. Le Bénin, dans sa réforme antérieure, avait institué un identifiant fiscal unique. Donc, un numéro à but fiscal. Et aujourd'hui, le gouvernement a trouvé que l'identifiant des personnes est un facteur d'inclusion et de modernisation de l'administration. Du coup, nous nous retrouvons face à une conjonction de numéros. Mais figurez-vous, l'identifiant fiscal unique n'a de vitalité qu'en s'appuyant sur la base de données biométriques de la population. Et du coup, l'ANIP et la Direction générale des impôts ont déjà travaillé et il y a un arrimage entre ce qui est le numéro à but fiscal et ce qui est le numéro civil du citoyen. Et le numéro civil du citoyen permet au fisc de s'assurer que ce contribuable est vraiment celui qu'il prétend être. Vous savez, c'est une double sécurité, un double niveau de sécurité. C'est vraiment un double niveau de sécurité. Et plus tard, puisque les réformes vont se poursuivre, d'ici quelques années, peut-être que le numéro personnel et d'identification permettra d'identifier l'individu au niveau fiscal, mais ce n'est pas cet objectif qui est à la base de ce numéro. Et c'est pourquoi, dans la transparence, le fisc garde son numéro et avec ce numéro, il demande qu'on lui authentifie le contribuable. Est-ce qu'il est vraiment celui qui prétend être? Avec un simple changement de nom, vous savez qu'on peut passer entre les mailles du fisc. Ah oui, donc un travail se fait pour un État qui se modernise, pour un État qui est à revenu essentiellement fiscal. Je pense que c'est une bonne réforme. Donc les deux numéros coexistent, mais il n'y a aucune confusion. Si on a besoin de vous appréhender au plan fiscal, c'est votre numéro fiscal. Mais si on a besoin d'être sûr que vous êtes celui-là que vous prétendez être ou qu'on a prétendu que vous êtes, il faut passer à l'authentification au registre national des personnes physiques. Et dites-nous aujourd'hui, les cartes d'identité nationale biométrique, combien d'individus l'ont aujourd'hui? Déjà, je peux vous dire que 225 000 Béninois sont déjà détenteurs de la carte biométrique grâce à cette politique d'inclusion sociale mise en place par le gouvernement dans le cadre du projet et de l'assurance pour un renforcement du capital humain H. 45 000 citoyens ont déjà formulé leur demande auprès de l'ANIP et eux, ils ne sont pas des pauvres non extrêmes ou extrêmes pauvres, mais des citoyens qui savent que la carte biométrique est rentrée en vigueur et qui en ont fait la demande. 45 000 à la fin du mois de janvier, ils seront satisfaits. Nous sommes au début du processus de génération de la carte biométrique, donc on leur a donné des rendez-vous relativement supportables. Et parce qu'il ne faut pas s'encombrer également au niveau de la ligne. Voilà. D'accord, et l'actualité concernant les cartes d'identité nationale biométrique, c'est également qu'elles sont désormais de mise dans les institutions bancaires. Ah oui, d'abord la carte nationale d'identité biométrique est la carte nationale d'identité. Oui. L'autre carte n'est plus de mise
C'est juste la gestion de la période transitoire qui nous permet de dire, mais ceux qui sont dans le besoin urgent d'avoir une carte d'identité pour une opération, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant qu'on est en train d'implémenter la carte biométrique? On dit, bon, juste pour un petit temps, l'ancienne carte peut encore être opérationnelle, mais je vous l'assure, et c'est déjà terminé, et d'ici quelques semaines, et on ne produira plus de cartes d'identité non biométrique. Mais à vous entendre, on a l'impression que la production de la carte d'identité nationale biométrique met plus de temps. Non, je vous ai dit que nous sommes au début d'un processus. Et le gouvernement a investi pour doter notre pays d'un centre national de personnalisation des titres sécurisés. Et ce centre est rendu opérationnel dès le 22 février prochain. La date est bien précise. À partir de là, les demandes de cartes biométriques seront satisfaites à la semaine. Ah oui, je vous le dis, parce que déjà, nous sommes en train de mettre en place le dispositif de prise en charge du processus et sans tambour ni trompette, vous allez découvrir que quand on demande la carte biométrique, très rapidement on l'obtient. Mais c'est intéressant pour nos compatriotes de formuler déjà leurs demandes parce que nous allons faire les premières livraisons comme livraison massive et puis maintenant on va rentrer dans la routine. Très bien. Et revenons aux institutions bancaires. Alors, apparemment, il y a eu quelques plaintes qui ont poussé désormais le ministre de l'économie et des finances à faire une sortie et taper du poing sur la table, marteler aux institutions bancaires que la carte nationale d'identité biométrique fait office de carte nationale d'identité. Oui, je comprends. On peut restituer le contexte. Vous savez, quand la carte d'identité nationale biométrique a été mise en vigueur, nous avons opéré des descentes vers des structures ou alors des appels de pied à d'autres niveaux. Nous avons rencontré l'association des professionnels du secteur bancaire, puisqu'ils ont une association. Et ils étaient fortement représentés, les représentants de toutes les banques d'ailleurs, parce qu'il y a une liste de présence, et nous avons expliqué les réformes. Et puis, nous avons dit que la carte d'identité biométrique est entrée en vigueur. Mais en attendant sa généralisation, il y a des produits intermédiaires plus sûrs que la carte d'identité non biométrique, comme le certificat d'identification personnelle, qui a même des niveaux de sécurité plus élevés que la carte non biométrique que nous avons utilisée jusque-là. Donc, nous leur avons dit, c'est des titres officiels d'identification. Si vos usagers se présentent à vos guichets avec un CIP, si vous avez des doutes, vous pouvez demander l'authentification. Et nous leur avons promis un API qui va leur permettre de s'assurer que, oui, ce certificat est vrai, est authentique. Et l'API est totalement développé maintenant. La semaine prochaine, ça va être installé au niveau de toutes les banques. L'API, vous pouvez le définir? Oui, c'est une application. Oui, c'est une application informatique et qui permet d'exploiter à partir d'une plateforme certaines données pour avoir des éléments de vérification et recherchés. Dites-nous, au vu de tout cela, est-ce que l'adoption d'un code de nationalité se fait-elle nécessaire? Oui, mais avant d'en venir au code de nationalité, je voudrais dire que quand nous avons fait cette rencontre avec les banques, certaines banques ont commencé par accepter le certificat d'identification personnelle. Ils n'ont pas attendu qu'on aille à la mise en place des API ou bien à la généralisation de la carte biométrique. Mais il y a 2 banques qui refoulent leurs clients et leurs usagers pour dire non, on ne reconnaît pas ça. Mais lorsque, en face d'un document officiel qui a été mis en vigueur, il y a la loi sur l'identification des personnes qui a prévu des titres sécurisés d'identification. Si vous vous comportez comme ça, oui, ça va faire sortir le ministre des Finances de sa réserve. D'où il leur a rappelé, c'est un rappel pour dire, c'est des documents officiels, attention, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. J'ai bien dit que c'est 2 banques, mais on ne donne pas le nom. Voilà. Mais déjà, le certificat d'identification personnelle fait le bonheur des Béninois. Vous savez, le problème d'identification au Bénin, les 100 pièces au Bénin, c'est peut-être de myriades. Avec la réforme entreprise au niveau de l'ANIP, les gens disent, ah oui, nous nous sentons maintenant dans notre propre pays. Oui, et les réformes, ça touche à la question de la nationalité. Et récemment, nous avons participé à un atelier de concertation sur la prise en compte de la question de l'apatridie. Voilà. Et je vous illustre
et l'utilité donc des réformes en lien avec la question de la lutte contre la patridie par un cas pratique. J'ai retrouvé dans la cour de l'ANIP le petit Jean-Paul. Le petit Jean-Paul qui était en pleurs. Il a dit oui, mais le garçon là, quel est son problème? Et sa mère s'est approchée de moi, elle s'est exprimée en minant. Elle m'a dit qu'elle est togolaise. Que le père de son enfant aussi est togolais. L'enfant est né au Togo. Si nous appliquons les tests, l'enfant ne peut pas se retrouver dans l'enceinte de l'ANIP en train de pleurer. Pourquoi le petit Jean-Paul pleurait? Il est candidat au CPE et il n'a pas d'acte de naissance. Donc, le directeur de l'école l'a renvoyé. Ils ont fait le tour du Bénin. Ce n'est pas possible de lui établir un acte de naissance parce qu'il n'est pas né au Bénin. Sa mère l'a déclaré ainsi. Son père n'est pas du Bénin et sa mère n'est pas du Bénin et il n'est pas né au Bénin. Il faut qu'il aille au Togo et ils n'ont pas les moyens pour faire le voyage. Et là-bas, la loi togolaise dit qu'ils doivent aller au tribunal faire la procédure judiciaire de régularisation. Ça va prendre encore 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le petit Jean-Paul n'aura jamais l'acte de naissance et n'ira pas à l'examen. Me fondant sur les conventions internationales signées par le Bénin, j'ai sauvé le petit Jean-Paul en considérant que l'ayant retrouvé sur le sol béninois sans aucun acte, alors que son intérêt est menacé, et que si je ne pose aucun acte, ça veut dire que le Bénin a failli et l'a poussé à la patridie. Finalement, il n'est ni du Togo ni du Bénin. J'ai fait établir l'acte de naissance sécurisé au petit Jean-Paul avec mention dans son dossier qu'il s'agit là d'un cas de menace. Est-ce qu'avec le code de nationalité, ça va devenir une norme? Non, puisque le code de nationalité est le droit commun. Et donc, ce que les conventions prévoient face et au blocage que constituent les codes nationaux devient la situation exceptionnelle. Donc, ce n'est pas qu'avec le code, ça va devenir une situation de droit commun. Quoique, les organisations internationales, les ONG intervenant dans le domaine sont en train de faire un plaidoyer fort pour que notre code de nationalité puisse déjà prévoir la prise en charge de ces situations exceptionnelles. Alors, on va finir là-dessus. J'ai une dernière question. La carte biométrique que vous éditez à l'ANIP sera-t-elle utilisée pour les voyages et même pour les transports aériens, par exemple? Ah oui, la carte nationale d'identité biométrique du Bénin, dans l'espace CEDEAO, c'est un titre de voyage. D'accord. Ça tient lieu de passeport. De passeport? Ah oui, donc, je dis ça tient lieu. Parce que lorsque vous allez vous présenter aux frontières d'un État de la CEDEAO, les normes de la CEDEAO recommandent que vous ne présentez plus de passeport avant de traverser les frontières. C'est pourquoi dans sa confection, les spécifications requises pour être conformes aux normes de l'OACI, de l'ICAO, ont été prises en compte pour que sur les plateformes de contrôle d'entrée dans les États concernés, l'on puisse lire toutes les informations requises pour faire passer quelqu'un par les frontières. Donc c'est une carte qui est d'un certain niveau, d'une certaine qualité. C'est ce qui explique la question de son coût. Et voilà, c'est justement ce dont je voulais parler, c'est ce qui explique la question de son coût. Mais les personnes qui sont en situation, je dirais, d'extrême pauvreté, quel sera leur sort? Qui sont déjà prises en compte par le gouvernement, et je vous le dis, le projet H a signé avec l'ANIP une convention pour la confection des cartes biométriques, déjà pour 1 million de personnes, et a déboursé 1,5 milliard déjà comme avance. Mais dis donc, ça veut dire que ce qui fait votre souci, ceux qui sont vraiment des extrêmes pauvres, est-ce qu'ils pourront avoir les moyens pour se donner cette carte? Le gouvernement a déjà répondu. Préoccupons-nous plutôt de nous autres qui traînons encore les pas alors que la carte elle est incontournable. Absolument. Bientôt, je dis bien bientôt, si vous n'avez pas votre carte biométrique, vous ne pourrez plus rien faire. C'est important de le dire. Et le message le plus fort, c'est il n'y a plus de carte d'identité. La carte nationale d'identité au Bénin, c'est la carte nationale d'identité biométrique. Donc, préparons-nous pour demander notre carte. Ça, les demandes se font où? Au guichet de l'ANIP, mais aussi dans toutes les mairies. Il y a dans les 77 mairies. Voilà, dans les 77 mairies du Bénin, et il y a
je vais parler du cas de Cotonou, où c'est plutôt au niveau des arrondissements que des gens sont là pour vous aider. Tous les arrondissements de Cotonou. De Cotonou. Et hors de Cotonou, c'est dans les mairies. Et en dehors de Cotonou, c'est dans les mairies. Cyril Goubedi, on vous aura compris. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent sur ce plateau. Uvaïus Balogun, avez-vous déjà votre carte d'identité biométrique? Pas encore. Je crois que je vais attraper le docteur au collet tout à l'heure quand il va descendre. Je vais vous aider à formaliser votre demande. Et vous serez dans les premiers qui vont jubiler à la fin de ce mois. Merci à vous. Merci à vous. Ce sera donc tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.